Alors effectivement, mon propos vise à regarder la question de la responsabilité de l'entreprise à travers le prisme des normes comptables internationales. Et poser cette question-là, c'est d'abord chercher à comprendre comment on rend compte de l'entreprise, ou en d'autres termes, quelle est l'entreprise dont on rend compte, quelle est l'image qu'on en donne. Alors étant donné la difficulté qu'on a toujours à attirer l'attention sur la comptabilité, il me sera difficile de maintenir votre attention pendant une demi-heure, alors je préfère annoncer clairement la couleur, 20 minutes, avec une formule un peu provocatrice. Je souhaiterais montrer qu'il est possible sous un certain jour de dire que l'image de l'entreprise produite par les normes comptables internationales est celle d'une entreprise sans actionnaire ni personnel. Donc, une grande partie de mon propos sera de réaliser cette démonstration. En réalité, l'image de l'entreprise dans l'histoire de la comptabilité a beaucoup changé. Avant même de renseigner sur un fait, l'image comptable renseigne sur les représentations sociales que l'on projette sur l'entreprise et à travers lesquelles on la façonne. Du point de vue historique, on peut donc voir dans l'évolution de l'image comptable de l'entreprise le reflet de l'histoire des institutions, puis celui de la désinstitution de nos sociétés et l'histoire des sciences physiques et biologiques dans lesquelles on est allé puiser le modèle de l'entreprise que servent les normes comptables internationales. À travers cette évolution, je voudrais mettre l'accent sur un basculement fondamental. L'entreprise était au départ appréhendée par la comptabilité comme une activité dont on est responsable. Depuis, elle est devenue une entité à laquelle on reconnaît de plus en plus de responsabilités vis-à-vis des tiers, mais de l'entreprise elle-même, plus personne n'est responsable. Avant de commencer cette démonstration, il me faut préciser ce qui est désigné ici par normes comptables. Depuis les débuts de son histoire, la comptabilité a fait l'objet de nombreuses prescriptions, mais ce n'est qu'au XXe siècle qu'on a eu l'idée de normaliser les comptes des entreprises dans un but de comparaison transversale, c'est-à-dire entre entreprises d'un même secteur d'activité ou d'un même territoire. Cet objectif de comparabilité des comptes a suscité au plan national puis international l'adoption d'un nouveau type de prescription mettant en retrait la dimension verticale qui régit le rapport entre débiteurs et créanciers de la reddition de comptes, pour mettre l'accent sur la dimension horizontale du rapport entre l'entreprise et les autres entités avec lesquelles elle est mise en comparaison. Ce nouveau type de prescription a pris le nom de standards dans les pays anglophones et de normes en France. Il s'agit de règles minutieuses venant définir les termes, les concepts techniques et les méthodes à mettre en œuvre pour comptabiliser telle ou telle opération dans l'entreprise. De part et d'autre de l'Atlantique, il a fallu attendre la fin de la Seconde Guerre mondiale pour que la normalisation comptable se concrétise vraiment. En France, avec l'adoption d'un plan comptable général en 1947, révisé en 1957, puis en 1982, puis en 1999, et dont l'application générale par les entreprises s'est effectivement faite dans les années 70. Au plan international, les premières tentatives de normalisation comptable ont vu le jour à la fin des années 60 dans le cadre de la Communauté économique européenne, puis à partir de 1973 par le regroupement des associations professionnelles de 10 pays à Londres pour créer ce qui s'est appelé l'International Accounting Standards Committee, l'IASC, qui, à partir des années 90, a été en mesure de proposer un référentiel unique de normes comptables à l'adresse du monde entier. Référentiel qu'a reconnu l'Organisation internationale des commissions de valeurs mobilières en 2000 et qu'a adopté l'Union européenne en 2002 par un règlement imposant aux sociétés faisant publiquement appel à l'épargne de les appliquer pour la production de ce qu'on appelle les comptes consolidés, c'est-à-dire ceux qui donnent une image de l'entreprise à l'échelle du groupe. À la base de ce vaste mouvement de normalisation se trouve la promesse d'une représentation enfin objective de l'entreprise, c'est-à-dire non plus l'image que veut en donner le responsable, mais une représentation juste et vraie, une représentation fidèle,
qui permet de saisir directement l'entreprise dans sa substance économique. Dans le cadre conceptuel dont se dote l'IASC en 89, il est dit « Si l'information doit présenter une image fidèle des transactions et autres événements qu'elle vise à présenter, il est nécessaire qu'ils soient comptabilisés et présentés conformément à leur substance et à leur réalité économique et non pas seulement à leur forme juridique. » Les normes comptables internationales sont donc la pointe avancée de cette quête d'objectivité, cherchant à écarter non seulement la subjectivité du chef d'entreprise, mais également le biais que génère la prise en compte de formes juridiques jugées trop éloignées de la réalité économique. Les enjeux sont ici considérables puisqu'il s'agit de refonder la confiance et d'instituer la commensurabilité de nos entreprises en dehors des cadres juridiques. Pour en saisir la portée, il faut donc étudier ce qu'est cette image comptable, cette image objective de l'entreprise. Donc, dans un premier temps, je voudrais montrer qu'il s'agit d'une entreprise sans actionnaire ni personnel. Pour saisir le sens de cette affirmation, il faut prendre un peu de recul, comparer l'image de l'entreprise avant et après la normalisation comptable internationale. Donc, comme je le disais, avant la normalisation comptable internationale, avant la normalisation comptable tout court, l'entreprise est une activité, objet de responsabilité. Elle devient ensuite une entité considérée comme continue, en disant que la perspective de continuité devient une hypothèse de continuité. Je reviendrai dessus. Alors, ce n'est, en réalité, pour le comprendre, il faut reprendre l'histoire de la comptabilité. Ce n'est pas dans le rapport immédiat entre l'homme et la chose que se développe la technique comptable. C'est au contraire lorsqu'intervient un lien personnel, lorsque la disposition des biens constitue une responsabilité sanctionnée par un tiers et non pas un pouvoir discrétionnaire. Ce sont les intendants et non pas les propriétaires qui tiennent des comptes. Dès ses origines, la comptabilité vient civiliser l'entreprise dans le sens où elle vient l'intégrer au territoire et au temps de la cité pour y faire prévaloir ses lois. C'est d'ailleurs par le biais de l'unité de compte, expression même de l'autorité de la cité, que les opérations économiques deviennent commensurables et se livrent à tous les calculs. En d'autres termes, pour assujettir l'entreprise à la rationalité du calcul, la comptabilité doit d'abord la projeter dans un espace et un temps où le calcul devient possible et significatif. Or, cet espace et ce temps, ce sont d'abord historiquement ceux de la cité, fondés sur un ordre légal. Que ce soit à Sumer, en Égypte ou en Grèce, les comptes enregistrent d'abord les dettes et les créances nées de la vie économique pour que chacun soit au fait de ce dont il est redevable dans la cité. À Rome, le pater familias dispose bien sûr d'un pouvoir discrétionnaire dans le domaine familial, mais il est tenu d'enregistrer dans un codex accepti et expensi tous les mouvements qui affectent le patrimoine, ce qui lui rappelle que la cité le tient responsable du patrimoine qu'il a reçu et qu'il transmettra à la génération suivante. On sait peu de choses de la transmission de ces techniques aux marchands du Moyen-Âge, mais on sait que leurs comptes enregistraient les dettes et les créances qui se multipliaient à mesure que s'allongeait la distance et la durée des aventures commerciales. Dans les livres paraphés par les autorités de la cité, le jeu des comptes s'étoffe progressivement à mesure que l'on saisit les choses et les opérations comme s'il s'agissait de personnes, pour les intégrer dans un ensemble de comptes en T articulant débit et crédit, c'est-à-dire dettes et créances. L'invention de la comptabilité en partie double, tournant majeur dans l'histoire de la comptabilité, mérite ici de retenir notre attention. Cette évolution technique prend place dans les villes du nord de l'Italie, Florence, Gênes, Venise principalement, dans le courant des XIIIe et XIVe siècles. Elle fait de l'organisation des comptes un système clos et universel susceptible de donner une vue d'ensemble de l'activité du marchand. L'innovation essentielle réside dans le fait que chaque opération enregistrée fait désormais l'objet de deux écritures qui se compensent de façon symétrique. Et pour ce faire, il faut bâtir un ensemble de comptes qui soit tel que chaque opération en affecte au moins deux et rajouter une règle qui est celle selon laquelle chaque opération doit faire l'objet d'au moins deux écritures.
Alors pour bâtir ce système de comptes qui permet d'être clos, il faut rajouter aux comptes existants un compte capital dans le modèle florentin et un compte pertes et profits dans le modèle vénitien qui se rapproche du mode économique de la Lloyd à Londres. Alors certains voient dans cette innovation une origine mathématique ou économique, mais à mon avis, il faut y trouver une origine institutionnelle. Ce ne sont pas les comptes des commerçants qui voient la création du compte capital, ce sont les comptes des sociétés, des compagnies florentines. Ce fait n'est pas anodin parce que l'économie du contrat de société nous livre les clés du contexte institutionnel dans lequel est née la partie double. Au XIVe siècle, la société est un contrat et on ne lui reconnaît pas la personnalité juridique, quand bien même on lui attribue un nom et petit à petit un crédit propre. Les marchands qui se constituent en compagnie portent donc sur le marché une personne fictive qui ne peut en réalité assumer aucune responsabilité. Pour la faire tenir et pour répondre aux exigences de la cité, il leur faut doubler le jeu normal des comptes par un nouveau compte et récapitulant le montant des droits et des obligations qu'implique pour eux la vie de l'entreprise, à commencer par l'obligation d'affecter leurs apports à l'entreprise, ce qui est l'objet même du contrat de société. Si l'ensemble des comptes permet de saisir la diversité et l'étendue de l'entreprise, le compte capital permet de son côté d'en saisir l'unité et la continuité. Il faut donc prendre conscience qu'il y a un jeu de comptes, mais le compte capital n'est pas sur le même plan que les autres, parce qu'il intervient à la fois en amont et en aval. Il y a là en fait un parallèle très fort avec la création ou l'invention de la perspective en peinture. De même que le point de fuite ouvre la perspective linéaire en faisant converger vers lui toutes les lignes qui se prolongent à l'infini, de même le compte capital ouvre la perspective de l'unité et de la continuité de l'entreprise et avec elle la possibilité de nouvelles projections par le calcul. C'est avec la partie double que pour la première fois, on réunit toute la vie de l'entreprise dans un seul et même jeu de comptes et que par là, on crée la perspective de sa continuité. Cette perspective, lorsqu'elle finit par excéder celle des associés, avec la création de la Compagnie des Indes ou le développement des sociétés de capitaux, eh bien c'est là qu'on recourt à la technique de la cessibilité des titres pour compenser l'impossible retrait avant le terme éloigné de la société. La figure de l'actionnaire est donc créée non pas pour raccourcir l'horizon de l'entreprise, mais bien pour l'allonger. Et de même, ce n'est pas pour créer un nouvel objet de propriété pour les actionnaires que l'on reconnaît plus tard la personnalité morale à la société, c'est au contraire pour préserver et mettre à l'abri les biens dont dépend la continuité de l'entreprise, les mettre à l'abri des poursuites qui engageraient la responsabilité personnelle des actionnaires. La comptabilité s'intéresse dès lors à représenter aussi finement que nécessaire le patrimoine dont dépend la continuité de l'entreprise. De là naît le principe de fixité du capital, qui se traduit notamment par une pratique systématique de l'amortissement, la constitution de réserves et la nécessité de justifier la réalité du bénéfice distribué. À travers l'histoire de la comptabilité, on peut donc voir que l'image comptable correspond d'abord à la projection qu'on en fait dans l'ordre légal de la cité. L'entreprise y est d'abord saisie comme une activité génératrice de responsabilité, appréhendée tout entière dans une perspective de continuité. Et enfin, l'actionnaire, lui, est précisément celui dont l'apport est lié à la perspective de continuité, qui en assume le risque et dont la rétribution se trouve subordonnée aux conditions de cette continuité. En d'autres termes, celui dont le rapport à l'entreprise est régi par le principe de prudence. À partir de là, on peut voir l'effacement qui va s'opérer de la perspective de continuité. Dans les normes comptables françaises aujourd'hui, on peut encore lire que la comptabilité permet d'effectuer les comparaisons périodiques et d'apprécier l'évolution de l'entité dans une perspective de continuité d'activité. Mais du côté international, on a une nuance. Les états financiers sont normalement préparés selon l'hypothèse qu'une entreprise est en situation de continuité d'exploitation et poursuivra ses activités dans un avenir prévisible.
Il y a là une nuance très importante. La continuité d'activité n'est plus une perspective à construire, c'est une hypothèse sur laquelle on peut donc baser certains calculs de trajectoire, et notamment celles des flux de trésorerie futurs. Alors cette nuance n'est pas anodine parce qu'elle permet à la fois de saisir la raison du retrait de la figure de l'actionnaire et celle de l'absence du personnel. Comme nous venons de l'évoquer, la perspective de continuité de l'entreprise s'est construite sur un principe de prudence, auquel la comptabilité est venue systématiquement rappeler les actionnaires. Or, les normes comptables internationales remettent profondément en cause le principe de prudence en permettant, par exemple avec la fair value, la juste valeur, de comptabiliser un profit non encore réalisé. La norme IFRS 13, qui est dédiée à la définition de la juste valeur, la définit ainsi. C'est le prix qui serait reçu pour la vente d'un actif ou payé pour le transfert d'un passif lors d'une transaction normale entre des intervenants du marché à la date d'évaluation. La norme précise que ces intervenants du marché sont bien informés en ce qu'ils possèdent une compréhension raisonnable de l'actif ou du passif et de la transaction, fondée sur toutes les informations disponibles, y compris celles pouvant être obtenues au moyen de procédures habituelles et coutumières de contrôle diligent. Pour comprendre le recours à la notion de transaction normale sur le marché, il faut s'intéresser à ce que les normes comptables internationales visent à saisir à travers elles. Non pas un fait passé, mais une évaluation objective de la valeur des flux de trésorerie futurs attendus de l'élément considéré. En réalité, l'évaluation à la juste valeur peut s'opérer selon 3 méthodes différentes. La première consiste à prendre le cours auquel l'élément est échangé sur un marché actif. Dans ce cas, on se réfère à une donnée d'entrée observable dite de niveau 1. À défaut de données d'entrée observables de niveau 1, on va se référer encore à des données d'entrée observables, mais qui ont uniquement un lien indirect avec l'actif ou le passif considéré, soit parce qu'on va se référer à un marché actif, mais sur un autre produit, soit parce qu'on va se référer à un marché de ce produit, mais qui est moindrement actif. Enfin, s'il n'y a ni données de niveau 1 ni 2, à ce moment-là, on se réfère à des données d'entrée non observables, c'est-à-dire à des modèles d'évaluation tels que l'actualisation des flux de trésorerie futurs que l'on va projeter dans des modèles. Et dans ce cas-là, il va falloir non seulement faire appel à un modèle, mais également à un modèle de modèle, puisqu'il faudra calculer le risque du modèle. Lorsqu'il est porté à l'actif du bilan, l'élément d'actif ainsi considéré enrichit dès aujourd'hui la société qui attend de lui des flux de trésorerie futurs. Que ce profit soit distribué immédiatement ou qu'il conduise plus simplement à l'élévation du cours de l'action, l'actionnaire est ainsi mis en situation d'être servi avant les autres et de se retirer, le cas échéant, avant les autres, et non plus en dernier, comme le suppose le principe de réalisation du bénéfice ou de l'assomption du risque de l'entreprise. Du côté des passifs, la définition en a changé avec les normes comptables internationales et elle exclut maintenant toutes les opérations qui sont indispensables à la continuité de l'entreprise lorsqu'elles ne font pas l'objet d'une obligation vis-à-vis d'un tiers. Les passifs sont considérés comme une obligation actuelle de l'entité résultant d'événements passés et dont l'extinction devrait se traduire pour l'entité par une sortie de ressources représentatives d'avantages économiques. À la responsabilité de l'entreprise se substitue ainsi une responsabilité pour l'entreprise. Je m'explique en prenant, si on devait projeter ça sur le foyer par exemple, cette norme obligerait les parents à provisionner pour les frais de réparation d'un objet que l'enfant a pu casser en allant jouer chez un ami, mais elle interdirait aux parents de provisionner pour les études de l'enfant, parce que personne ne l'oblige à en mener. Donc dès lors qu'il n'y a pas obligation vis-à-vis d'un tiers, il y a interdiction de provisionner. On ne peut plus tenir compte de ce qu'imposerait la continuité de l'entreprise en termes de grosses réparations ou de remise en état. D'ailleurs, l'IASC le dit maintenant clairement, puisque dans son nouveau cadre conceptuel, il est dit, pour résumer leur objectif, pour évaluer les perspectives d'entrée nette future de trésorerie d'une entité,
Les investisseurs, les prêteurs et les autres créanciers actuels et potentiels ont besoin d'informations sur les ressources de l'entité, les droits d'autrui sur ces ressources et la mesure dans laquelle la direction et le conseil d'administration de l'entité se sont acquittés avec efficience et efficacité de leurs responsabilités relatives à l'utilisation de ces ressources. Si la continuité de l'entreprise tend à ne plus peser sur les actionnaires, c'est en réalité parce qu'elle pèse de plus en plus sur le personnel, dont on subordonne souvent le maintien à la réduction de ses droits et des conditions de travail dans un environnement ouvert à la concurrence. Une autre façon d'attacher le personnel à la perspective de continuité de l'entreprise aurait été de reconnaître sa valeur d'actif, de plus en plus stratégique à mesure que l'on s'engage dans une économie de la connaissance. Or, les normes comptables n'en reconnaissent ni la valeur, absence à l'actif, ni le besoin de formation indispensable au maintien de sa capacité à occuper les emplois de demain, absence au passif. Les forces de travail devraient être portées à l'actif du bilan pour être cohérents avec le cadre conceptuel des normes comptables, puisque les normes comptables sont censées donner une image fidèle du patrimoine et que dans le patrimoine de l'employeur, on trouve bien les créances que génèrent les contrats de travail. Mais ça supposerait d'appréhender ces créances à travers une perspective de continuité, au moins relative, mais à défaut de continuité au moins relative du personnel, on peut faire une croix sur la continuité de l'entreprise. C'est donc une condition même de l'hypothèse de continuité de l'entreprise. Or, le personnel, dans les normes comptables, le personnel n'existe pas. On a bien le terme personnel, mais le concept de personnel, vu comme une communauté qui transcende le renouvellement de ses membres et qui donc transcende les exercices comptables, elle n'existe pas. Ce qu'il y a, c'est une collection de salariés pris au cours d'une période donnée, enfermés dans le cycle éphémère du compte de résultat. Donc la définition des actifs et des passifs conduit à prendre pour vivant ce qui est mort et mort ce qui est vivant, puisque d'un côté, lorsqu'on considère un actif, on considère qu'il est générateur de flux de trésorerie, il est donc un bien frugifère. Le personnel, lui, n'a aucune valeur pour l'entreprise, c'est une charge. Et, en même temps, la perspective de continuité, elle, n'est plus qu'une hypothèse, il n'y a plus besoin de réunir et de s'assurer des conditions de la continuité. S'il en est ainsi, c'est parce que la normalisation comptable n'est pas l'ultime étape d'un affinement de la technique comptable, mais un véritable bouleversement de l'espace et du temps de l'entreprise. Et là, les entreprises sont considérées petit à petit comme des unités auto-organisatrices et génératrices non plus de responsabilité, mais de trésorerie. L'histoire nous révèle que la comptabilité a donc lié les deux. Pour soumettre l'entreprise au calcul, on a dû la projeter dans un espace et un temps qui permet le calcul, et c'était un espace fait de personnes, d'obligations et de biens, c'est-à-dire un espace légal. Au cours du XIXe siècle, ces deux facettes se sont complètement dissociées. La dimension institutionnelle de la comptabilité a été mise en retrait. On a commencé à appeler comptable non plus celui qui doit être responsable de l'entreprise, mais celui qui tient les comptes. Et par contre, on a retenu de la partie double le fait qu'on y trouvait un instrument de mesure des mouvements de l'entreprise. Et on s'est dit qu'en le rendant objectif, on pouvait aboutir à une connaissance scientifique de l'entreprise. L'enjeu de la normalisation comptable est donc de substituer à une référence légale une référence normale, prise dans la dimension horizontale qui unit l'entreprise aux autres entités avec lesquelles on la compare. Lorsqu'est apparue la complexité de l'objet mesuré, il est ensuite devenu nécessaire de prendre compte du fait que l'entreprise n'avait plus un espace-temps extérieur et stable, et c'est là qu'on a basculé vers un modèle cybernétique. Je vais y revenir. Dans un premier temps, l'objet de la représentation comptable a donc changé de terrain. Il ne s'agit plus tant d'appréhender l'entreprise par l'extérieur, à travers les responsabilités que l'activité met en jeu, mais de l'intérieur comme une structure matérielle de production où s'ajustent les hommes et les machines, un processus de transformation dont il devient possible de mesurer les propriétés. Ainsi se développe
au sein de la comptabilité en partie double, un système de calcul des coûts de revient permettant de suivre chacune des étapes de processus au sein de l'entreprise. Le développement de cette technique va bénéficier du cadre théorique de la direction scientifique de l'entreprise pour finalement donner lieu en Europe aux premières initiatives de normalisation comptable. Selon la doctrine de la direction scientifique de l'entreprise doit devenir un lieu où s'exerce un nouveau type de pouvoir, un pouvoir fondé sur une légitimité incontestable, débarrassé des suspicions politiques et sociales de la lutte des classes, fondée sur la science. Taylor le disait, ce qui constitue l'essence du système de direction scientifique, c'est cette importante révolution dans l'état d'esprit. Les deux partenaires doivent considérer comme indispensable de substituer la recherche scientifique exacte à la connaissance empirique, que ce soit celle de l'ouvrier ou celle du patron, dans tous les domaines intéressant le travail exécuté dans l'entreprise. L'entreprise est alors saisie par les étapes les plus élémentaires de ces processus répétitifs. Leur mesure est insuffisante en soi, elle doit nécessairement conduire à la comparaison dans le temps et dans l'espace pour en extraire une norme, non plus une référence légale, mais une référence normale qui permet un jugement objectif. Il appartient dès lors à la comptabilité de saisir chaque étape du processus et de le livrer à la comparaison. Cela se fait d'abord au sein de l'entreprise par le recours à des sections homogènes correspondant à chaque unité de commandement. À partir du moment où, dans le XXe siècle, au début du XXe siècle, on a le souci d'élargir la comparaison à l'échelle de l'entreprise, dans le temps et au regard des autres entreprises, c'est là qu'on commence à élaborer les normes comptables qui aboutissent aujourd'hui à instituer un périmètre de comparaison mondial incluant les entreprises, les États, les associations, les collectivités territoriales. Par nécessité, cette extension du périmètre de comparaison impose aux États de se dessaisir des normes comptables et de les élaborer en coordination étroite avec le normalisateur comptable. À tous les échelons, les organismes de normalisation se restructurent pour accroître leur indépendance et l'objectivité de leurs normes, faisant abstraction des intérêts mis en jeu par l'adoption ou la modification de telle ou telle norme. Ainsi s'efface la prise en compte de la diversité des statuts juridiques des entités comptables et leur inscription dans un ordre référé à une idée de justice sociale. Dès l'origine, la comparaison est également envisagée comme un moyen de pression indirect mais efficace en vue de la réorganisation des unités de production. Et donc là encore, un changement brutal, puisque la comptabilité qui servait jusque-là à construire une perspective de continuité sert maintenant de moyen de pression au changement. Enfin, concernant l'image de l'entreprise, il faut retenir qu'elle est, elle est dédoublée. On a l'image donnée à l'extérieur et l'image donnée à l'intérieur. La représentation des unités de commandement se donne uniquement dans les comptes analytiques à l'intérieur, mais la frontière entre extérieur et intérieur est très perméable dans le cas d'un groupe, puisque dans un groupe, effectivement, les structures de commandement vont être très différentes de ce que donne à voir la structure des sociétés. Alors, à partir des années 60, les entreprises arrivent dans un environnement ouvert à l'international et on s'aperçoit qu'on ne peut plus considérer l'espace-temps dans lequel on s'était projeté, celui de la physique mathématique, qui permet d'appréhender les processus répétitifs de l'entreprise. Cet espace-temps n'est plus valable et on s'aperçoit que l'entreprise doit co-constituer son espace-temps. Elle intervient donc à l'échelle internationale. Le cadre n'existe pas avant elle, il se constitue avec elle et on va donc référer la comptabilité à un modèle cybernétique qui voit dans l'entreprise une entité autorégénératrice, c'est-à-dire une entité qui d'abord est soumise à la loi de l'entropie, c'est-à-dire qu'avec le temps, plus le temps passe, plus le désordre se met en place. Donc il y a trois clés. Il y a l'entropie, qui est la nouvelle loi de l'entreprise, l'information, qui est la clé de l'organisation, et la rétroaction, qui est le principe d'intelligence à travers lequel l'entreprise va pouvoir se réguler. Alors pour concevoir l'entreprise sur ce mode-là, il faut la concevoir comme un organisme doté d'un équilibre homéostatique. Et cet équilibre homéostatique va être donné par les flux de trésorerie. Donc on va concevoir l'entreprise comme une unité génératrice de trésorerie qui va en permanence réguler son équilibre homéostatique
en se basant sur des informations pertinentes. Ce qui, pour résumer le dernier argument, apparaît de façon dramatique dans cette situation, c'est que pour préserver et pour lutter contre sa propre entropie, l'entreprise est conduite à la déporter sur le travail, qui se trouve complètement et de plus en plus désorganisé au fur et à mesure que l'entreprise, elle, maintient ses équilibres de flux de trésorerie.